Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme. Moi c'est Romain et à mes côtés comme chaque semaine, notre beau gosse adepte du bistouri, Gauthier Jorgensen, journaliste cinéma et créateur du concept de Originals. Ça va Gauthier ? Ça va Romain, ouais, enfin un peu de chirurgie esthétique me ferait pas trop de mal quand même, mais bon, on fait aller, c'est gentil de ta part. Au sommaire aujourd'hui, un gros plan sur The Beauty, évidemment, la nouvelle série de Ryan Murphy, le papa de American Horror Story ou même de Monsters sur Netflix. Ensuite, Gauthier, on te retrouvera dans tes œuvres avec ta fameuse chronique Les Pieds dans le plat. Et de quoi tu nous parles aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va dire les vrais trucs, et on va dire les vrais trucs sur le body horror, ce genre qui est très à la mode depuis qu'un certain film qui s'appelle Substance a très bien marché, non seulement au box-office, mais aussi dans les cérémonies de récompense. Et donc cette mode actuelle du body horror, c'est peut-être de là que nous vient cette série The Beauty, et peut-être qu'elle va encore survivre à l'époque et nous fournir d'autres choses. Donc on va en parler et expliquer un petit peu ce que c'est. On se fera ensuite l'agenda avec une sélection des sorties marquantes de la semaine. Mais tout de suite, ça vient de tomber, c'est les news. Vous écoutez Originals, l'émission qui saute de plateforme en plateforme en partenariat avec Cinema Teaser. Original est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et si vous aimez Original, si vous nous aimez nous aussi, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, un petit peu sur tous les réseaux sociaux. Exactement. Surtout que nous, on vous aime bien, donc abonnons-nous, faisons une grande chaîne humaine. Et likons, commentons les épisodes un petit peu partout. On a besoin de votre soutien. Quand ça arrivait sur Netflix, Apple TV+, Prime, Paramount+, quand même. Max, Arte, c'est pas mal. et la puce écrase tout le monde. Disney+. Moi, je crois à la complémentarité des plateformes. Tout ça, j'aime bien. Ça vient de tomber, Gauthier. Qu'est-ce que c'est ? Ah, mais si, là, regarde, juste là, ça vient de tomber. Il va y avoir des retours marquants dans la saison 2 de Daredevil. D'accord. Alors, des retours marquants. J'imagine qu'on parle de Vincent D'Onofrio. Qui joue... oui, non, mais eux, ils sont déjà de là dans la saison 1. D'accord. Non, là, on... Ah, des gens qui n'étaient pas dans la saison 1 qui reviennent et qui reviennent du truc de Netflix, c'est ça ? Exactement. D'accord. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à peu près 10 ans après la série des Defenders, qui réunissait tout plein de super-héros chez Netflix, des super-héros Marvel, mais tu sais, c'est ce genre de super-héros qui n'ont pas énormément de pouvoir et qui sont plutôt des défenseurs du quartier, des vigilantes. Ah oui, genre tu me parles de Jessica Jones, de ces gens-là, c'est ça ? Exactement. Okay. Et justement, c'est Jessica Jones qui va faire son grand retour. Ok. Voilà, donc Jessica Jones, plus de 10 ans après, qui revient officiellement dans le Marvel Cinematic Universe et qui sera donc au casting de la saison 2 de Daredevil. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi dans cette saison 2 ? On a le retour de Deborah Ann Wall, qui jouait Karen Page, qui faisait quelques petites apparitions dans la saison 1. Là, elle revient pour un rôle majeur dans cette nouvelle saison. Et évidemment, cette saison elle est attendue pour le 25 mars sur Disney+. Et il y a un nouveau visage, le visage de Matthew Lillard. Lillard, qui était un des personnages de Scream 1, qui était aussi Sammy dans les Scooby-Doo. Exactement. En live action, et qui revient. Alors évidemment, le temps est passé, et Matthew Lillard maintenant a les cheveux blancs et la barbe blanche. Oui. Matthew Lillard, il joue aussi le méchant dans les films Five Nights at Freddy's en ce moment. Donc ouais, c'est une icône des années 90. Donc voilà, saison 2 de Daredevil pour fin mars. Ah mais là, ça vient de tomber. Oh, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est tombé à un endroit où on n'est jamais allé quasiment, Gauthier. D'accord. C'est tombé sur Mubi. Oui, faudrait qu'on aille explorer Mubi. Faudrait qu'on y aille plus peu, souvent. oui. Rappelle-toi, on avait, parmi nos invités, on a eu des gens qui nous ont dit que c'était leur plateforme préférée. Ouais, tout à fait. Plutôt des cinéphiles d'ailleurs. Ouais, faudrait qu'on vérifie ça. Et donc, voilà, après avoir rencontré un succès phénoménal en Chine, figure-toi que sur Mubi, je sais pas comment on dit. Je sais pas, non, je sais plus. Voilà. Ça c'est Netflix, on dit Netflix. Ouais, oui. Oui, mais Mubi. Bon, bonne question. Donc voilà, la première série de Wong Kar-wai. Ah, mais oui, j'en ai entendu parler. On en parle beaucoup avec mon jury plateforme de cette série. Ça s'appelle Blossoms Shanghai et c'est un projet très ambitieux adapté d'un roman chinois. Et c'est les premiers pas de Wong Kar-wai à la télévision puisqu'il va réaliser l'entièreté des 30 épisodes de la série. Ouais. 30 épisodes, hein. Rappelle-toi, 30 épisodes. Ouais. Alors de quoi ça parle ? Eh bien tout simplement que dans le Shanghai éblouissant des années 90,
La série suit l'ascension d'un personnage qui s'appelle Bao, excusez-moi pour la prononciation, qui passe du statut d'homme ordinaire à celui de célèbre magnat, Monsieur Bao, guidé par son mentor, le fameux oncle Ye. Et donc le propriétaire Alors je ne comprends pas ce résumé. Ok, c'est un truc de mafia. Voilà, c'est bon, t'as toute l'histoire. Ok. J'ai un peu l'impression que tu viens de me parler. Tu sais, moi, je les ai tous vus, les films de Wong Kar-wai, tous. Donc parmi eux, In the Mood for Love, 2048. Exactement. Et malheureusement, je dois confesser que je les ai tous vus à un moment où j'allais couvrir un truc sur Wong Kar-wai que j'ai pas couvert finalement. Et donc, j'ai vu les films, tous ceux qui me manquaient, je les ai vus en même temps. Et tout ça, c'est un peu compressé comme un César dans ma tête, comme étant un seul et même unique truc où effectivement des gens déambulent dans Shanghai la nuit en portant des lunettes de soleil et en fumant des clopes. Il y a des néons. Et il y a des néons, et voilà. Et ça a l'air d'être ça. Hein. C'est un peu vaporeux, il y a une ambiance. Ouais. Voilà. On s'aime, on s'aime plus, on s'aime, on se quitte, on se retrouve et tout ça. Donc, je t'entendais résumer cette série, je me disais, ok, on va se taper 30 heures de ça. Donc. C'est un peu ça, puisque c'est au moment de la réforme économique un petit peu de la ville. Donc, alors, il y en a qui aiment ça, qui adorent ça, qui sont passionnés par ça, parce qu'effectivement, c'est une belle ambiance, etc. C'est nostalgique, c'est mélancolique, on traverse beaucoup de sentiments. Est-ce que j'ai le droit, moi, de trouver ça un petit peu chiantounet? Et tu peux. Voilà. En tout cas, ça a été primé maintes fois. Ah oui. Ça n'a pas besoin de mon aval, hein, c'est sûr. Et ça vient de tomber là aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais ça vient de tomber juste là. Là. Mais là, Ouais. ici, oui. Et ça tombe encore sur Disney+. Ah. Oui, cette fois avec un spin-off centré sur les jeunes filles du pays du royaume je sais pas, de l'État de Gilead. Est-ce que ça te parle? Vaguement. Ouais, si je te dis que c'est un royaume où il y a des jeunes filles qui sont formées à être des bonnes épouses. Ah oui, oui, ça y est. Est-ce que c'est un lien avec The Handmaid's Tale? Et tout à fait, Ouais. puisque on a donc une annonce qui est celle de cette nouvelle série qui va être le spin-off de Handmaid's Tale. Et c'est aussi adapté d'un roman de Margaret Atwood avec en rôle-titre Chase Infinity, qui a peut-être manqué la nomination des Oscars pour Une bataille après l'autre, mais là qui va avoir donc le rôle principal de cette nouvelle série qui s'appelle The Testament. Je vais confesser un truc. Je sais que c'est un sujet un petit peu compliqué, mais je trouve que les séries qui parlent de femmes violentes, c'est quasiment un sous-genre de la série. Et moi, j'ai du mal moralement avec ça. Donc, j'avais regardé la première saison de Handmaid's Tale. Et puis, on s'est demandé avec ma femme si on allait continuer. Et je lui ai dit, je peux pas. Je comprends qu'on fait ça pour justement mettre en lumière certaines choses, si tu veux. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu une sorte de fascination de certains spectateurs pour ça. Et j'ai du mal. Je sais pas si tu te souviens, c'est comme le film Martyr, tu vois, où tu te dis, bon, je sais qu'on va mettre en lumière un truc, mais quand même, mine de rien, pour le mettre en lumière, il faut que je passe 90 minutes dans une salle à regarder une femme se faire torturer, et ça me glace un peu le sang, quoi. Donc voilà. The Handmaid's Tale de Margaret Atwood et donc The Testament de Margaret Atwood aussi. Il faut savoir que la première saison de Handmaid's Tale, seule la première série, la première saison était tirée du livre. Après, ils ont déroulé un peu là où ils voulaient sur les 4 autres. Hein. Ouais, bien sûr. Mais d'ailleurs, enfin, la première saison, elle avait été adaptée déjà au cinéma par Werner Schroeter, The Handmaid's Tale dans les années 90. Moi, j'en avais déjà vu la version filmée. En tout cas, voilà, c'est attendu sur Disney+ pour le 8 avril. Et ce sera tout pour du côté des news aujourd'hui. Et je te propose d'enchaîner directement avec notre gros plan de la semaine. On parle cette semaine de The Beauty, 11 épisodes, toujours sur Disney+, dispo depuis le 22 janvier. Voilà, ça fait un petit moment. On a déjà l'épisode 4 en diffusion normale, 5 au moment où vous entendrez cet enregistrement. Voilà, donc c'est une série télé qui mixe un petit peu, on va dire, enquête policière avec des héros du FBI, mais aussi horreur corporelle, science-fiction sociale. Et voilà, c'est le nouveau projet du très médiatique et médiatisé Ryan Murphy. On peut mettre un peu de Yo-Troc. J'ai pris du beauty, c'est génial. On est dans la vraie vie.
Il suffit d'une seule petite injection pour devenir une beauté. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? C'est ce qui se rapproche le plus de la fontaine de jouvence. Y a rien de mieux. Ce qui occasionne bien sûr des problèmes. Le beauty mute et devient incontrôlable. On le sort sur le marché dans 6 mois. Corrigez les bugs. On est passé d'un virus planétaire à un meurtre. On va arranger ça. On va trouver un remède. C'est une IST que tout le monde voudra attraper. L'histoire, c'est celle où, dans un monde où des mannequins internationaux meurent dans des circonstances mystérieuses, 2 agents du FBI sont envoyés à Paris pour enquêter. Et cette enquête les mène à découvrir un virus sexuellement transmissible qui promet une beauté physique parfaite, donc suite à une mutation, mais provoque des conséquences terrifiantes. Et au cœur de cette énigme se trouve The Corporation, un empire technologique qui a créé ce médicament miracle nommé The Beauty, qui donne donc son nom à la série. Évidemment, la corporation est prête à tout pour protéger ses secrets, même en manipulant et en éliminant ceux qui se dressent sur sa route. Et à mesure que l'épidémie se propage, les frontières entre quête de perfection et destruction de l'humanité potentiellement deviennent de plus en plus floues. Gauthier, tu as vu 11 épisodes, tu as vu un tiers, on va dire. J'ai vu ce qui est disponible. En fait, on est transparent avec vous. On voulait faire pour une fois un épisode comme ça où on parle d'un truc où on a les mêmes infos que vous. On n'a pas demandé les épisodes à l'avance. Enfin, si, on les a demandés, on ne nous a pas répondu. Je sais, moi, qu'il y avait un événement pour les influenceurs que certains d'entre eux ont été envoyés jusqu'à Rome pour voir les premiers épisodes. Oui, parce que la série commence à Paris, mais après elle part très vite aux États-Unis, elle est aussi à Rome, il y a plusieurs... à Venise et tout ça. Nous, on n'a pas été invités à ce truc-là. Et de toute façon, même si on y avait été invité, donc moi j'ai une phobie du voyage qui m'interdit tout ce type de déplacement. Et je trouve que c'est pour le mieux parce que quand t'es invité par Disney à Rome pour aller voir un épisode d'un truc, en général, tu vas en revenir en disant c'était génial, je suis allé à Rome, évidemment quoi. Donc, il y avait quand même un plan marketing tellement ouf autour de cette série que toi et moi, on s'est dit allez, on va le traiter quand même. Et voilà, on le traite sous cette forme-là, en parlant comme si on pouvait en parler avec vous. On a ni plus ni moins les infos que vous. Donc, on a regardé les 4 premiers épisodes et on va vous dire ce qu'on en a pensé. On retrouve au casting Evan Peters, l'habitué de la maison, mais aussi Rebecca Hall, Anthony Ramos, Ashton Kutcher et tout un tas de célébrités qui viennent faire des petites apparitions. Parmi elles, Bella Hadid, qu'on a pas mal vu dans les publicités et les bandes annonces, mais aussi Ben Platt, Isabella Rossellini, Meghan Trainor ou un peu plus tard, Vincent D'Onofrio, encore lui. Gauthier, comment tu te positionnes par rapport au travail général de Ryan Murphy, toi ? Il y a parfois des choses qui m'impressionnent beaucoup. Par exemple, je t'avais dit toute mon admiration pour les 2 premières saisons de la série Monsters sur Netflix. Donc, c'est une anthologie qui se consacre à un serial killer, pas un serial killer, à quelqu'un qui a fait quelque chose d'inexplicable, de tellement monstrueux que c'est inexplicable, et on va essayer de voir si on trouve une explication. Donc, sur les 2 premières saisons, j'avais aimé ça, beaucoup moins sur la 3e. American Horror Story, j'y ai jeté un œil avec mon épouse, on avait regardé les 2 premières saisons, et on s'était vite dit, bon, on voit l'ambiance, on comprend ce qu'il essaye de faire, à peut-être pas se farcir 10 saisons de ce truc-là, tu vois. Surtout qu'elles sont pas du tout du même niveau. Ouais, voilà. Il y en a qui sont très bien, il y en a qui sont vraiment, vraiment poussives. C'est une anthologie, donc là, c'est pareil. Chaque saison, on raconte un truc, et puis on me l'a beaucoup dit, moi, que c'était pas d'une qualité permanente. Donc voilà, on a vu 2 saisons pour savoir de quoi il retournait, et on est content d'en être resté là. L'année dernière, t'avais mis dans l'agenda un Grotesquerie que je ziotais, donc on y est allé avec ma femme, et là on a trouvé ça super catastrophique, en revanche vraiment vraiment nul. Donc pour moi, Ryan Murphy n'est pas un gage de qualité, mais c'est quand même quelqu'un qui fait tourner beaucoup de machines, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est un gros bosseur, donc ça m'impressionne. Et après, il faut toujours y aller, donc faut retourner dans son univers avec des pincettes. Ça va toujours s'intéresser à l'horreur, en gros, il va toujours y avoir des plus ou moins explicites. Voilà, des éléments horrifiques comme ça, et puis on va voir comment il s'en sert, sur quelle piste il nous lance, et tout ça. Encore une fois, je pense pas que Ryan Murphy soit un gage de qualité, mais il a quand même tout l'intérêt des gens qui, comme nous, commentent cette actualité-là, quoi.
Alors, si on devait parler de The Beauty en mots-clés, moi j'en retiendrai quelques-uns. Je retiendrai bien évidemment donc Body Horror, on va en parler. Je retiendrai aussi Culte de l'apparence. Ouais. C'est un mot-clé. Ça aussi, on va en parler. Voilà. Je retiendrai aussi Maladie sexuellement transmissible. Ouais. Et enfin, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? Enquête policière. Ouais, et explosion spontanée. Ça, c'est dans le body horror. Ça fait partie du petit répertoire body horror. Alors, que dit pour toi The Beauty de notre époque, donc obsédée par cette optimisation du corps et des identités ? C'est compliqué à dire parce que ce que je retiens de ces 4 premiers épisodes, déjà, c'est que j'irai probablement pas au bout. Ça m'intéresse pas assez. Et je trouve ça dommage parce que ça commence par une scène qui est totalement rock'n'roll. Et quand j'avais vu au terme de la première scène pré-générique du premier épisode, je me suis dit, ouf, si ça tient ce pari-là, ça va être très très haletant ce truc, quoi. Donc la première scène, on voit un top modèle en train de défiler pendant la Fashion Week à Paris, probablement. Alors oui, c'est Bella Hadid sur un défilé Balenciaga. Et elle pète un câble en plein défilé et elle se met à arracher les bouteilles d'eau des mains de tout le monde et à boire de l'eau et à péter des gueules et à voler une moto et à partir en course-poursuite à moto dans les rues de Paris. D'ailleurs, à faire un trajet complètement impossible. Enfin, les Américains qui filment Paris, bon. Et puis tout ça se termine en bas de l'ancien chez moi, dans le quartier où j'ai grandi, où elle continue à péter des gueules, mais elle finit par exploser spontanément. Et il y a du sang partout. Et voilà, quand ça commence. On parle pas de combustion, on parle vraiment de. Ouais, c'est ça. Elle explose sur tout le monde. Quand j'ai vu ces 5 premières minutes, je me suis dit, waouh, ok. Et après, c'est vrai que comme tu le décris assez bien, on part non seulement sur le culte de l'apparence, mais aussi sur un truc de MST, sur un truc de science-fiction où certaines personnes qui font certains trucs restent jeunes pour toujours, mais au fait pas tellement. Et il y a des agents du FBI qui viennent en France, et non, finalement pas en France, à Venise, et non, finalement pas à Venise, à Londres, et non, finalement pas à Venise, à Londres, mais à Rome, pour aller enquêter sur le même truc. Très vite, ça devient très, très, très glooby-boulguesque, cette série, en fait. Moi, j'ai plus que sur le scénario et ce qui s'y passe, j'ai plus envie de t'interroger sur les thèmes en eux-mêmes. Ouais. Ce principe de promesse de beauté absolue. Alors, là-dessus, j'y ai énormément pensé pendant que je regardais la série, et il y a un truc qui me dérange profondément. Si, c'est un peu moral d'ailleurs, mais bon, c'est que quand tu vois des produits américains comme celui-là, tu vois bien à quel point les Américains sont totalement fascinés par l'idée de la beauté. Mais au fait, l'idée de la beauté à l'américaine n'a rien à voir avec l'idée de la beauté européenne ou de notre manière de la cultiver. Évidemment qu'on a un problème avec ça, nous aussi. Évidemment qu'il y a trop de mannequins qui sont comme ci, comme ça, et que ça complexe les gens. Mais ça n'a rien à voir avec cette obsession américaine pour le fait d'être beau, quoi. Et en regardant la série, je me disais, je leur en veux presque à Hollywood de nous faire croire que le clampin lambda est un mec super gaulé, si tu veux, quoi. Quand tu regardes les acteurs hollywoodiens, ils sont tous bodybuildés. Mais ils sont pas musclés, ils sont bodybuildés. Je suis désolé, moi je vous raconte ma petite vie de merde, mais moi je fais tous les jours, entre 30 et 40 minutes de musculation. Et ben je suis loin d'être gaulé comme un acteur hollywoodien, tu vois. Et c'est énervant de se dire que l'image que Hollywood renvoie d'une forme de réalité est une image qui est quasiment inatteignable et que les gens se sentent complexés pour ça. Et je me disais aussi que je suis reconnaissant de vivre dans un pays et dans une culture et peut-être dans un climat familial aussi où on m'a toujours dit « Ne t'inquiète pas, tu es très bien comme tu es ». Tu n'auras pas de difficulté à accéder à des professions ou à des milieux ou à je sais pas trop quoi à cause de ton apparence. C'est pas ton apparence qui est déterminante. Je trouve qu'on a encore un petit peu ça en France ou en Europe de manière générale. Je trouve pas qu'on nous rabâche toute la journée qu'on n'est pas assez beau.
Mais en revanche, on voit bien à travers cette série en particulier à quel point ça matrixe la tête des Américains, quoi. Surtout qu'il y a une espèce de quête d'un absolu ultra fictif qui n'est pas réel et qui donne comme un ticket d'entrée la possibilité, la permission d'un peu tout. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas de pilule magique pour devenir moins con. Il n'y a pas de pilule Non, magique pour non, devenir bien sûr. intelligent. Il n'y a pas de pilule magique pour devenir sympa. Non, il y a une pilule magique enfin, c'est une piqûre là en l'occurrence, pour devenir entre guillemets beau. Je fais les guillemets avec les doigts là, c'est pour Ouais, bien nos sûr. auditeurs et auditrices. Parce que c'est quand même assez symptomatique, c'est qu'à partir du moment où tu es beau, tu as le droit à tout. Il y a quand même ça qui est quand même pointé du doigt aussi, avec tout le en creux, tout ce que ça peut dire, évidemment. Et justement, le fait d'être beau, c'est aussi la séduction quelque part. Et moi, je trouve que The Beauty, ça fait aussi un écho à l'épidémie du sida. Puisqu'on se rappelle, il y a quelques dizaines d'années, la circulation du virus, la difficulté de compréhension, le fantasme d'invulnérabilité et l'abandon progressif des gestes de protection aujourd'hui. Qui fait que l'épidémie elle repart. Ouais. Alors c'est moins grave parce qu'il y a des possibilités de contrer pas mal les choses, mais Oui, ça on reste. soigne maintenant Mais les ça gens. reste quand t'es séropositif, t'es séropositif. Oui, Tu vois, bien c'est- sûr. Bien Donc sûr. voilà, je trouve qu'il y a ça, la série elle interroge ça quand même. Et ça peut être quand même un biais assez intéressant. Non, c'est vrai, mais c'est. Si tu veux, comme il y a cet élément de MST en plus, moi j'étais confus, je me disais, attends, on nous parle de progrès de la science parce qu'on a découvert un truc, genre un truc qui fait qu'on devient super beau, ou on nous parle d'une MST qui est partie en couille et que du coup il faut contrer l'épidémie. De quoi on nous parle? En fait, on nous parle des deux en même temps, ce qui est un petit peu... Même des trois en même temps, parce qu'il y a aussi une notion de rajeunissement perpétuel Oui, à chaque prise du médicament. C'est ça. Donc c'est un petit peu difficile à suivre. Par-dessus ça, chaque nouvelle personne qui est contaminée, ça donne droit à une scène de 10 minutes de body horror qui prend quand même beaucoup de temps. Hein. Avec cocon, fluide. Ouais, voilà, c'est bien crasse-pouille à souhait et tout. Machin qui sortent des trucs, ongles qui tombent, enfin ce genre de. On a tous vu la mouche ou presque. C'est ça. Et je me disais que Ryan Murphy, il se lance probablement dans ce truc de body horror parce qu'il a vu The Substance et il se dit c'est vachement cool ce genre, il faut que j'en fasse aussi. Mais j'ai l'impression qu'il le comprend pas très bien parce que dans le cas de The Substance ou de La Mouche, comme tu viens de très bien d'en parler, le body horror comprend une dose de second degré énorme. Et c'est ça qui fait que tu l'intègres. Là, il y a 0 second degré sur le body horror. Du coup, t'as que le grotesque. Et tu te dis un petit peu, du coup, c'est grotesque, quoi. C'est une série qui fait dans le grotesque, mais qui tombe du mauvais côté de la ligne, de la frontière, quoi. Du côté où tu finis par trouver ça plus risible qu'autre chose, au fait, quoi. On est à 4 épisodes sur 11, et c'est vrai que moi, il y a des trucs que j'aimerais. Il y a des notions que j'aimerais voir abordées de manière plus poussée. Notamment le rapport des gens aux entreprises technologiques, hein, parce qu'il y a une confiance bien aveugle sûr. dans la science. On voit que déjà dans un des épisodes, le grand patron, donc Ashton Kutcher, dit vous diminuez les doses et vous gardez les mêmes prix et vous passez à la posologie une fois par semaine. Enfin, c'est... Ouais. Et c'est hyper agressif, c'est l'industrie pharmaceutique dans toute sa splendeur. Mais tu vois, enfin déjà dans les 4 premiers épisodes, il y a un moment où le personnage interprété par Rebecca Hall est contaminé malgré elle. Donc on va voir une version hyper canon de Rebecca Hall. Mais t'es là à te dire, mais c'est quoi une version hyper canon de Rebecca Hall? Elle est pas déjà assez hyper canon, Rebecca Hall, tu vois, C'est plus Rebecca Hall, en fait. Et d'ailleurs, c'est plus Rebecca Hall. Bon, tout ça est un petit peu difficile à suivre, d'autant que les épisodes sont ponctués de bastons très longues avec, comment il s'appelle cet acteur Evan Peters, que j'attendais pas stock à ce point-là, mais il l'est, tant mieux pour lui. Tout le monde est super gaulé. Ça m'a renvoyé à un truc. Je vais juste... Allez, instant anecdote qui va durer 2 minutes. Ce week-end, je me suis retrouvé dans un bar, et il se trouve que dans ce bar, j'ai fait la connaissance d'une jeune femme de 20 ans qui était... gaulée, mais de fou, si tu veux, comme une espèce de super Instagrammeuse, quoi. J'avais devant moi, pour de vrai, une meuf qui était un peu super Instagrammeuse, avec les cheveux comme ci, les cils comme ça, les ongles, les faux ongles et tout ça. Et elle était hyper sympa, et donc on a discuté, et elle m'a raconté que
parce qu'elle entretenait ce côté de cet aspect de sa vie où elle est juste beaucoup plus bonne que la plus bonne de tes copines, et ben sa vie était vachement plus facile. Elle entrait dans des endroits de luxe gratuitement où on lui servait du champagne à volonté, tu vois. Et je me disais, ok, bon, pour ma part, j'aurais jamais voulu de cette vie-là, je m'en fous un petit peu. Mais d'autre part, c'est exactement ce que tu décrivais il y a un instant, c'est-à-dire que, bah oui, dans un sens, les gens hyper beaux, ils ont la vie plus simple, si tu veux. Alors, après, il y a un truc qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas parce qu'ils ont la vie plus simple qu'ils ont plus un destin que le voisin, si tu veux. Mais voilà, je suis sûr que même toi, tu t'es jamais dit pour toi-même, mon physique est un frein à mon destin. C'est une question philosophique. Tu te serais envisagé faire tous les efforts du monde pour être 500 fois plus BG pour que la vie soit plus facile ? Moi, je pourrais aller courir, je le fais pas, tu vois déjà. Donc, Non, mais bien sûr, mais enfin, même pour moi, moi, je me maintiens en forme physique parce qu'avoir 40 ans quand on est un homme, c'est difficile. Mais surtout que j'ai jamais fait de sport de ma vie, donc il faut bien que j'en fasse un tout petit peu si je veux pas mourir là maintenant tout de suite. Mais jamais je me suis dit, tiens, je vais faire attention. Mon métier à partir de maintenant, ça va être de faire attention à mon apparence. Comme ça, je vais être plus BG que tous les BG du monde et ma vie sera plus facile et j'aurai un meilleur destin. Jamais je me suis dit ça. Alors qu'on pourrait le faire en soi. Écoute, on va le faire, on va à la salle. On va à la salle. Il y a une salle juste devant le studio. C'est vrai, on pourrait, mais on le fera pas. En tout cas, voilà, on est sur 4 sur 11. Moi, il y a des, voilà, c'est un peu foutraque, comme tu disais, comme la plupart des séries de Ryan Murphy. C'est-à-dire qu'au moment où on arrive devant l'étal, il est très achalandé. On ne sait pas si toutes les recettes vont tenir la route sur le long terme. En tout cas, voilà, il y a encore pas mal d'épisodes. Toi, tu vas au bout ou tu vas pas au bout ? Je vais poursuivre un peu et on verra. Mais je suis compétitionniste, donc... Ouais. En tout cas, c'est un par semaine maintenant. En tout cas, voilà, ça s'appelle The Beauty, c'est disponible sur Disney+. Et c'est cette série donc, qui n'hésite pas à lorgner du côté de The Substance. Gauthier, ça t'a inspiré et tu avais envie de mettre les pieds dans le plat. Alors Gauthier, vers où tu nous emmènes cette fois ? Oui, on va avoir une petite conversation, mais elle va pas être très très longue. C'est vraiment sous le format conversation. On va essayer de dire les vrais trucs sur le body horror, ce sous-genre du cinéma d'horreur. Et enfin, c'est pas juste un sous-genre du cinéma d'horreur. Si tu veux, tout ça vient du body art. Et le body art, c'est une niche artistique. Mais évidemment, tout ça prend ses racines dans la peinture. Il y a aussi des clips, il y a aussi de littérature, de la littérature. Il y a des la il y a des sculptures, il y a de tout ça, quoi. La métamorphose de Kafka, même quelque part même Frankenstein. Oui, en peinture, peut-être que Bosch déjà proposait des trucs visuellement un petit peu frappants comme ça. En gros, le body art et puis le body horror, c'est de prendre comme matériau le corps humain, tel qu'on le connaît, tel qu'on le voit, tel qu'on le côtoie tous les jours, tel qu'on l'habite finalement, et puis de le transformer, de lui faire pas du tout ce qu'il est destiné à faire habituellement. Si vous voulez, moi je trouve même que le body art, et surtout le body horror, on y est confronté de manière quotidienne. Heureusement, tout le monde n'est pas conscient de son propre corps de la même manière que moi je le suis. Mais par exemple, quand je m'alimente, moi je trouve qu'on est déjà pas mal dans le body horror, si tu veux. L'idée que je mets des aliments qui parfois sont des morceaux d'autres corps, d'autres animaux, dans mon propre corps pour qu'ils puissent continuer à fonctionner, je trouve que faut pas y réfléchir trop longtemps quand même. Tu peux manger des légumes. Je peux manger des légumes, mais c'est le même processus. Si tu veux te dire qu'il y a une plante là qui a germé, qui était vivante, et puis toi tu l'as arraché, puis tu es en train de le mettre dans ta bouche et de le mastiquer et tout. Moi je trouve ça un petit peu, un peu bourrin, si tu veux. C'est pour ça que moi j'ai du mal à m'alimenter. Enfin, la table, tu vois, c'est pas du tout un truc pour moi. Faut pas que j'y pense trop. Mais non, ça peut vous arriver. Genre, vous avez un bouton qui vous fait peur. Voilà, on est déjà un petit peu dans le body horror. Votre corps. Ça dépend de la taille du bouton. Oui, mais parfois ça peut vraiment, voilà. Il y a des
Il y a des films assez mainstream dans lesquels on a vu le body horror intervenir, et des jeux vidéo aussi. Je pense à Silent Hill, puisque le nouveau volet de Christophe Gans va sortir cette semaine. On peut voir des trucs de body art et de body horror dans ces choses-là. La simple transformation dans des loups-garous, c'est un peu... Oui, du body absolument, horror. ouais, bien sûr. Et puis le maître du genre est un cinéaste qui s'appelle David Cronenberg, dont on a parlé tout à l'heure, puisque c'est lui qui a fait La Mouche, et pas uniquement La Mouche. Il y a Chromosome 3, il y a Scanners, il y a Faux Semblant. Si vous voulez du body horror chez lui, Le Festin nu aussi, voilà, très body horror. Regardez tout ça. Moi, c'est un genre qui me plaît beaucoup. Et Chez Carpenter aussi, avec The Thing, il y a des trucs... Oui, tout à fait. The Thing de Carpenter, très, très efficace dans le body horror. Moi, c'est un genre qui m'intéresse bien, justement, si on n'en fait pas un truc, une mode. Et j'étais content de voir que Coralie Farja s'était essayée à ce truc-là et avait bien compris comment ça fonctionnait dans The Substance. Même si elle va plus référencer le Elephant Man de David Lynch que quelque part que tous ces autres cinéastes. Oui, c'est vrai. Bon, elle peut quand même pas se dédouaner d'avoir été inspirée par Cronenberg. Si tu veux, Cronenberg, c'est trop un nom sûr. là-dedans pour. D'ailleurs, c'était impressionnant pour cette année au Festival de Cannes de 2024 où ils étaient tous les deux en compétition. Tu vois, c'est vraiment, t'arrives avec ton premier film de body horror et puis t'es à égalité avec le maître du genre. Et finalement, c'est elle qui a été primée pour le scénario et lui, il a rien eu. Mais donc, voilà, tant que ça reste une réflexion sur le corps humain et qu'on s'en sert pour dire un autre message, je trouve ça chouette. Là, avec The Beauty, je trouve que Ryan Murphy, il est trop complètement premier degré sur cette idée de le corps, il est beau ou il est pas beau. Et du coup, t'en ressors pas grand-chose, tu vois. The Substance n'était pas du tout un film sur la beauté. C'était pas l'injonction sociale, c'est d'être beau. C'était l'injonction sociale, c'est d'être jeune. Et les femmes qui arrivent à 50 ans, on les traite comme si leur vie n'avait plus de valeur. Dans le monde du spectacle, en tout cas. Dans ce monde-là, oui. Non, je pense même... Enfin, je pense qu'il y a un truc un peu universel qu'arriver à 50 ans chez les femmes, on commence à plus du tout te considérer, si tu veux. Et donc, c'était très intéressant d'avoir ce jeu du body horror, parce que c'est pas ta beauté, c'est pas sur ta beauté qu'on juge, c'est justement sur ta jeunesse. Et donc, elle faisait cet aller-retour avec elle-même. Elle était tantôt elle-même jeune, tantôt elle-même plus âgée, et l'une trahissait l'autre et tout, et donc ça donnait un truc un peu fou où tu te disais waouh, c'est dingo. Et puis il y avait encore une fois ce second degré assumé qui faisait que The Substance n'était pas seulement un film un petit peu flippant, mais c'était un film un peu dingue, si tu veux, quoi. Il y avait même une notion alchimique où un prêté, un rendu, c'est-à-dire que si tu prends trop, c'est forcément retiré de l'autre côté. Exactement. Donc tout ça a été super intéressant. Et je trouve pas que Ryan Murphy s'en empare avec cette malice. Je trouve qu'il s'en empare un peu comme un bourrin, et que ces scènes de body horror sont un peu bourrines, si tu veux, j'étais dans la pièce à côté pendant qu'il y avait mon fils qui jouait dans sa chambre, et à chaque fois que ça partait dans le body horror, c'était tellement bruyant et graphique que j'étais presque... je m'en voulais presque de regarder ça pendant qu'il était dans la maison, lui aussi, tu vois. Donc, ouais, je crois que quand on s'en veut de regarder ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'on n'est pas en train de regarder un bon truc, au fait. Tout simplement. Hein. Non, mais en plus, surtout, cet aspect body, horror, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est là pour choquer, pour faire peur. On montre souvent des déformations, voilà, quand tu regardes Alien 4, ouais. Jean-Pierre Jeunet, il y a ces espèces de tentatives de clonage. Ouais, là, on est sur... les galeries de clones qui ont raté, il y en a une vingtaine, et puis c'est de plus en plus monstrueux. Quand on voit les espèces de bocaux dans les... pas les pharmacies, mais tu vois...
d'autres fois là dans du formol avec des bébés moutons, des trucs à 5 pattes, tu vois, tout ça c'est aussi du body horror. Bien sûr. Quand tu regardes Paul Verhoeven, Total Recall, carrément. et quel personnage, bon, il y a la nana qui a une paire de, enfin une triple paire de seins, enfin je sais pas comment on dit. 3 seins, elle a 3 seins. Mais il y a surtout ce bonhomme qui a eu un visage et des bras au milieu du ventre. Au milieu du ventre, ça et c'est qui a une génial. deuxième entité, tu vois. Donc il y a aussi des fois ça sert à choquer, à interpeller à travers autre chose, un autre genre où c'est juste, tu vois, disséminé comme ça. Ouais, et puis même si de manière beaucoup plus soft, dans Men in Black, t'as des trucs qui sont un peu dingos, comme ça aussi, t'as des aliens qui ressemblent à des êtres humains, et puis quand on s'en approche de plus près, on voit qu'ils ont un truc un peu déforme, une trop petite tête, des trop grands bras, ou je sais pas trop quoi, tu vois. Ça peut être aussi très léger, le body horror, ça peut être aussi très marrant, et puis tout simplement, ça peut être du body art. Je sais pas si tu te souviens dans les années 90 de la chanson du groupe électro Pills qui s'appelait Rock Me, ils avaient fait tout un clip en body art et c'était pas, on n'était pas traumatisé à regarder ça, on était plus un peu fasciné, enfin bah oui, comme on fait faire un peu n'importe quoi au corps humain, t'as le cerveau qui bouge un petit peu, mais voilà, c'est pas uniquement fait pour terroriser les gens et hurler dans tous les sens et tout ça, quoi. Oui, on se souvient en France du règne animal, par exemple, où il y avait une sorte de poésie dans cette espèce de mutation. Ouais. Et pas mal de Miyazaki aussi font appel à ça, quelque part. Oui, donc voilà, c'est pas que moins de 18 ans. Non, et puis si vous êtes à l'autre bout du micro là et que vous écoutez cette rubrique et que vous êtes en train de vous dire « Moi, j'aime pas l'horreur de toute façon », ne plafonnez pas trop sur le body horror et sur le body art parce que, encore une fois, c'est un truc où vous allez y être confronté malgré vous. Donc, on n'est pas en train de parler d'un sous-genre de l'horreur un peu niche dont on peut auquel on peut échapper dans la vie. Au contraire, il faut se préparer à y être confronté parce que vous le saurez, ne serait-ce que sur votre propre corps, dans votre propre vie. Donc voilà. Merci Gauthier, on enchaîne tout de suite avec les sorties de la semaine. Et cette semaine, on va parler des sorties entre le 2 et le 8 février, figure-toi. Et ça commence depuis mercredi dernier, sorti sur HBO, Autopsie d'un drame, une série en 6 épisodes, une mini-série dramatique et psychologique qui va aller explorer les liens sociaux, familiaux et professionnels autour d'un événement traumatique. Pourquoi ? Parce que c'est l'histoire dans une communauté où il y a 4 amies qui sont devenues proches parce qu'elles ont eu leur grossesse en même temps. Et un jour, il y a l'une d'elles, qui s'appelle Jess, qui amène sa petite fille à l'hôpital parce qu'elle a une blessure à la tête qui est plutôt inexplicable. Et l'urgentiste, c'est une de ses 4 amies, qui s'appelle Lise. Et quand elle voit la blessure, en fait, elle est obligée de faire quelque chose. Elle est obligée de signaler l'incident aux services sociaux. Ouais, alors que c'est sa pote. Oui. Tu vois, voilà. Évidemment, ça va déclencher une sorte de réaction en chaîne, de soupçons, de tensions et de fractures, évidemment, personnelles. Voilà, puisque la série, après, va aller explorer toutes ces zones grises, de la responsabilité, de la confiance, des jugements sociaux, et ça met à nu toute la fragilité des liens humains, qui peut bouleverser pas mal de vies entières. Et c'est emmené par qui ? C'est emmené par Diane Kruger, qui joue Jess, notamment. D'accord, ouais, j'aime bien le pitch. Parce que, évidemment, étant jeune père moi-même, ce truc de est-ce qu'on va me balancer les réseaux sociaux, les services sociaux dessus, est un truc auquel je pense régulièrement, non pas parce que je tape sur mes enfants, mais parce que, je sais pas, parfois je pousse une gueulante à la maison et je me dis peut-être que les voisins ils se disent c'est la gueulante de trop ou j'en sais rien. En tout cas, c'est des questions auxquelles on pense souvent. Plus léger, on passe sur Netflix, disponible depuis hier. 8 épisodes, une série qui s'appelle Les Lionnes. Série télé qui mêle action, humour, tension sociale, en essayant de réinventer le genre du braquage à travers une dynamique de collectif féminin. Alors c'est quoi l'histoire ? C'est que dans les quartiers populaires du sud de la France, 5 femmes au profil très différents sont confrontées toutes à la précarité économique. Et pour s'en sortir, elles décident de braquer une banque déguisée en homme.
Évidemment, ça commence comme un acte désespéré, ça va devenir une spirale d'adrénaline, d'enjeux personnels et collectifs, parce que évidemment, ça va attirer la police, ça va attirer les responsables politiques locaux et les réseaux criminels. Voilà. Donc, à mesure que l'action se répète, la solidarité entre ces femmes se renforce et leur identité de groupe, les Lionnes, s'impose donc comme une force immergée dans les contradictions de leur vie ordinaire. Mais ça fait vachement penser au gang des Amazones, ce truc. Ça doit être d'ailleurs adapté du même fait divers. Tu sais, il y avait un gang de femmes dans les années fin 80, début 90 qui avait fait des braquages comme ça dans le sud de la France, dans le Vaucluse, il me semble, et qui au départ avaient été identifiés comme des hommes, des jeunes adolescents. Et c'est comme ça qu'elles ont pu continuer à braquer au-dessus de tout soupçon. C'est créé par Olivier Rosenberg et Karine Prévost, et incarné par Rebecca Marder, Zoé Marshall, Naïdra Ayadi, Pascal Arbillot et Tayla Deslauriers pour les rôles donc, de ce gang. Et autour d'elle, Jonathan Cohen, François Damiens ou Sami Outalbali. Excuse-moi parce que j'écoute rien, c'est sur quelle plateforme ? C'est Netflix, bien sûr. Netflix, ok. C'est Netflix, c'est 8 épisodes. Le 6 février, donc aujourd'hui, 2 séries, une sur HBO Max et une sur Netflix. La première sur HBO Max, on va en reparler dans quelques semaines. C'est très attendu, soi-disant. On a un différent là-dessus, ça s'appelle Heated Rivalry. C'est la saison 1. On a un différent parce que nous, on pense que le hockey sur glace... Oui, l'homosexualité dans le hockey sur glace, difficile à vendre aux spectateurs français, je trouve. Mais alors, la difficulté d'être homosexuel et de vivre de sport à haut niveau, ça c'est une réalité. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça peut faire écho, mais c'est vrai que le hockey, on avait vu que c'est des fois pas mal de séries qui sont sur des sports qui ne nous concernent pas ou très peu, se plantent en France. Bah ouais. En tout cas, c'est un énorme raz-de-marée outre-Atlantique. Hein. Ouais, c'est pour ça que toi, tu m'as beaucoup alerté sur le phénomène que ça. Et effectivement, je vois bien que en Amérique du Nord, ça drive beaucoup de conversations. Je pense qu'on va finir par en parler parce que ça serait trop bête de ne pas parler d'un phénomène qui nous concerne, si tu veux. Mais effectivement, j'émets une réserve. Et puis, on en parlera le jour où on en parlera. Il y a parfois des trucs qui sont énormes à un endroit de la planète. Et ça crée un phénomène. Mais au fait, nous, on en reste protégés parce qu'on est juste culturellement différents. Et des fois, Squid Game. Et des fois, Squid Game, voilà. Et donc ça, c'est sur HBO Max, si vous voulez vous faire un avis. C'est l'histoire de 2 rivaux, de 2 équipes de très haut niveau de hockey sur glace qui, à force de se croiser sur le terrain et en dehors des terrains, vont entretenir une relation amoureuse cachée jusqu'au moment où... Voilà, ça s'appelle Heated Rivalry et voilà, donc on en reparlera dans quelques temps sans doute. Enfin sur Netflix, Salvador, qui est une série espagnole, 8 épisodes encore une fois, ça sort aujourd'hui. Alors là on est sur un drame de tension sociale, d'intrigue familiale, puisqu'on est autour d'un ambulancier et père de famille qui essaie de se reconstruire après un passé d'alcoolisme et d'erreurs assez marquées. Et il bascule le jour où il découvre sa fille Milena, qui est, lorsqu'il est justement, comme on disait qu'il était ambulancier, tu vois, il la trouve blessée. D'accord. Et il s'aperçoit que sa fille, elle fait partie d'un groupe d'ultra-néo-nazis surviolents. Ah. Et du coup, les White Souls. Et évidemment, toutes ces valeurs racistes, homophobes sont à l'opposé de celles qu'il a tenté de lui transmettre. Et alors, à partir de là, il essaie de... remettre sa fille dans le droit chemin Ouais, mais il va aussi essayer d'infiltrer pour comprendre oui, pour déconstruire. Enfin voilà. Donc ça a l'air assez choc. Voilà. J'aime bien le pitch. En tout cas, tu te souviens qu'on avait gardé un œil sur la Messias l'année dernière. Mais parfois, il y a des séries espagnoles qui font vraiment mouche et là j'ai bien aimé ce que j'ai entendu. Donc, on garde un œil. On garde un œil, ça s'appelle Salvador. Sinon, en vrac, La Défense de Lincoln, saison 4 sur Netflix. Penny Dreadful, saison 1 à 3, bam, ça arrive sur Prime. Cross, saison 2, toujours sur Prime. Et Ghost Whisperer, saison 1 à 5, bam, sur Prime aussi. Ok. Et ce sera tout pour les sorties. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va arrêter notre émission. C'était donc Original saison 2, épisode 22. On remercie notre partenaire Cinématiseur pour sa confiance et son soutien. Ouais, merci. Ainsi que Magic Andou au montage. Salut Andou. On se retrouve, nous, la semaine prochaine, vendredi à 17h, pour toujours plus d'actu ciné, série, doc ou animé, et toujours plus de créations originales. Bye bye. Bye bye.